Et nous allons triompher parce que c'est à nous, c'est nous qui avions la clé. C'est nous, lorsque nous pouvons, nous lions et les choses sont liées dans les cieux. Lorsque nous délions, les choses sont déliées. La France, attention, la malédiction divine va s'abattre sur toi. Si la France continue, nous allons être obligés de réagir. Et notre réaction sera dure pour elle. Chers compatriotes, camarades militantes et militants du Front populaire ivoirien, la France nous contraint à la lutte. Nous devons relever les défis. À chacun son français. Les mots d'ordre des principaux dignitaires du parti de Laurent Gbagbo sont repris sur des affiches et pancartes de fortune. Chaque Ivoirien digne est donc invité à s'attaquer à un Français. Un véritable appel au massacre des Français et par extension des Occidentaux résidant en Côte d'Ivoire. Répondant à cet appel, plusieurs milliers de jeunes partisans du régime, fanatisés à souhait, envahissent les quartiers où résident les Occidentaux dans la ville d'Abidjan. N'eût été la rapidité et l'efficiente réaction de l'armée française, on aurait vécu ce jour le premier massacre de Blancs en terre africaine. Plusieurs autres milliers de sympathisants du régime, répondant aux mots d'ordre lancés à travers la télévision publique, encerclent les soldats français dans un grand hôtel de la capitale économique. De très sanglants affrontements éclatent entre les militaires français et les manifestants hystériques. Les autorités ivoiriennes annonceront dans un premier temps la mort d'une dizaine de civils et plusieurs blessés. Les officiels français affirment que si l'armée française n'avait pas ouvert le feu alors que certains manifestants, visiblement des militaires ivoiriens déguisés en civils, commençaient à leur tirer dessus, ce sont des centaines, voire des milliers de civils français et occidentaux rassemblés dans cet hôtel qui auraient été massacrés. Le président ivoirien attendra 3 jours avant de réagir face à ces événements d'une extrême gravité. Laurent Gbagbo ne condamne ni les violences, ni même les nombreux appels qui incitaient à la haine. Un anti-occidentalisme à visage froid a ainsi été distillé à travers les médias publics et d'autres organes de presse, sous le contrôle du chef de l'État ivoirien. J'exprime les regrets de la Côte d'Ivoire pour les débordements observés et je présente ma compassion et mes condoléances aux familles des victimes ivoiriennes, françaises et américaines. Ceux qui connaissent Laurent Gbagbo, enfin ceux qui le connaissent bien, quand il parle, se disent mais qu'est-ce qu'il a derrière? Laurent Gbagbo serait-il un fourbe, comme l'affirme l'ancien président du Sénégal qu'il a bien connu? Quoi qu'il en soit, après les événements de novembre 2004, Paris ne se fait plus d'illusions sur la dérive radicalement anti-française du régime en place en Côte d'Ivoire. Les signaux qu'envoie Laurent Gbagbo sont pourtant contradictoires. Ses émissaires discrètement prennent langue avec des lobbies d'affaires français pour améliorer ses relations avec l'ancienne puissance coloniale, au moment même où la rhétorique anti-française est plus que jamais présente dans le discours du président ivoirien et de ses partisans. À l'époque, il y a des thèses contradictoires en France. Fallait-il éliminer Gbagbo ou pas? Et Chirac a dit non, ça je l'atteste. Je vous affirme que Chirac a dit non, il ne faut pas arriver à ces solutions extrémistes. Moi, j'ai jamais eu le sentiment en 3 ans et demi que la République française avait tout fait pour dégager Gbagbo, pour mettre en place quelqu'un d'autre. Ça n'a pas été le sujet. Paris n'a donc jamais pris la décision d'éliminer Laurent Gbagbo. Et pourtant, ce ne sont ni l'occasion ni les moyens qui lui ont fait défaut. Avec quelques 2500 soldats et plus d'une dizaine d'éléments du groupe Action des services de renseignement français en Côte d'Ivoire au plus fort de la crise, la neutralisation de Laurent Gbagbo n'aurait été qu'une simple opération de routine. Tout compte fait, la thèse que le président ivoirien et ses partisans ont toujours véhiculée du complot français pour l'éliminer relèverait donc du simple fantasme, ou plutôt d'une stratégie pour élargir sa base électorale tout en gardant ses partisans mobilisés.
Charles Blé Goudet. Dans le système Gbagbo, il joue exactement le même rôle que Paul-Joseph Goebbels, ministre de la propagande sous le régime nazi. C'est Blé Goudet qui harangue les foules avec les formules les plus haineuses et donne les mots d'ordre les plus macabres. Le général Charles Blé Goudet. C'est sur Charles Blé Goudet que repose la machine propagandiste du régime Gbagbo. Même s'il n'occupe aucune fonction officielle, et dans le but d'asseoir son autorité et renforcer le mythe autour de son pouvoir réel ou supposé, il s'est autoproclamé général. Quand le général parle, on se tait. Quand le général parle, on se... Quand le général parle, on se... Donc, je veux un silence. Merci beaucoup. Applaudissez, 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 applaudissez. Ancien leader du syndicat étudiant, Blé Goudet est très populaire auprès d'une importante frange de la jeunesse ivoirienne. Tribun hors pair et démagogue à souhait, c'est souvent par la voix de l'agitateur Blé Goudet que le régime effraie et menace dans le but de s'assurer une pérennité par la terreur. Oui, l'Union africaine se réunit. Les gens, oui, on dit quoi à l'Union africaine? On dit quoi à l'Union africaine? L'Union africaine ne dira rien. L'Union africaine ne fera rien. L'ONU va se réunir. Sarkozy dit quoi? Il ne faut pas utiliser l'arme lourde en Côte d'Ivoire. Il faut envoyer un hélicoptère pour attaquer la Côte d'Ivoire comme la Libye. Venez ici, vous allez voir la vérité. Vous allez prendre train en Côte d'Ivoire ici. Vous allez prendre train en Côte d'Ivoire ici. Venons vous attendre vos hélicoptères. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Libérez, libérez. Il avait besoin, pour mieux assurer son pouvoir à l'intérieur, en particulier dans le Sud, par rapport à la jeunesse, de développer des sentiments anti-français. Et ces sentiments anti-français qui ont donné, à mon avis, l'assassinat de Jean Hélène. C'est devant témoins qu'un policier abat le journaliste français, avant d'aller tranquillement informer sa hiérarchie de son crime, comme s'il s'était agi d'un acte de bravoure. La haine anti-française, cultivée quotidiennement par les principaux dignitaires du régime, avait banalisé la possibilité, pour tout Ivoirien digne, de tuer un Français. Sous la pression de la communauté internationale, le meurtrier de Jean Hélène, correspondant en Côte d'Ivoire de Radio France Internationale, est finalement jugé, puis condamné. Les structures officielles du parti présidentiel élèvent le meurtrier au rang de héros national. Un comité de soutien est même dédié aux sergents de police, comme si l'on avait voulu encourager d'autres Ivoiriens à passer à l'acte, pour devenir, eux aussi, des héros. Le groupe de presse que je dirige, c'est le groupe Notre Voix, qui est proche de Laurent Gbagbo, qui a été créé en 1990. Vous savez que Laurent Gbagbo n'est pas à l'origine de la politique qui a expliqué la prise des armes par une rébellion en Côte d'Ivoire. Oui, nous sommes adossés au FPI et nous défendons les positions du FPI. Les titres du groupe de presse du Front populaire ivoirien ont systématiquement ciblé tous les grands médias internationaux. Les nombreuses incitations à la haine contre la presse internationale foisonnent dans les journaux proches de Laurent Gbagbo, comme si tout relevait d'une stratégie savamment orchestrée et singulièrement bien pensée. On use de toutes sortes d'intoxications, comme celle qui voudrait que l'épouse du principal opposant ait offert 15 millions d'euros à certains grands médias. La presse internationale est aussi accusée de faire partie d'un vaste complot contre la Côte d'Ivoire. L'ambiance est devenue très délétère pour une catégorie de la presse. Quelques années plus tard, précisément le 16 avril 2004, un autre journaliste, le franco-canadien Guy-André Kiefer, est assassiné en Côte d'Ivoire.
Le travail de Guy André gênait forcément le régime du président Gbagbo, puisqu'il traitait des malversations dans la filière cacao, il traitait des deals armes contre financement, donc ça ne pouvait que gêner. Ce que nous savons de l'enlèvement de Guy André avec certitude, c'est que le vendredi 16 avril 2004, il avait rendez-vous sur le parking d'un supermarché. Qu'à 13h30, c'est la dernière fois que son téléphone portable a fonctionné. Qu'à 15h, son ordinateur a été ouvert et qu'on n'a pas pu aller au-delà du bureau, donc l'ordinateur a été fermé. Et qu'à 19h, quelqu'un de fiable l'a vu encadré par deux hommes de la présidence ivoirienne dans les sous-sols du palais présidentiel. Plusieurs témoins ont été interrogés sur la disparition du journaliste franco-canadien, notamment par la justice française. Et ils mettent tous en cause le couple présidentiel ivoirien, Laurent et Simone. En dehors de décès survenus dans des zones de guerre, aucun autre régime africain depuis 50 ans ne peut présenter un bilan de 2 journalistes étrangers tués en une décennie. L'épouse Gbagbo ironisera cependant dans une interview sur le fait qu'après une fugue, le journaliste se serait plutôt enfui avec une maîtresse. Si l'épouse du président Gbagbo, Simone Olivier Gbagbo, a ironisé sur la disparition de Guy André Kiffer, c'est un manque de tact. Quelques années plus tard, malgré les violences contre les Français, l'assassinat de 2 journalistes français sous le régime de Laurent Gbagbo et la réputation sulfureuse et meurtrière du pouvoir de M. Gbagbo, l'ancien ministre français Jack Lang est filmé en Côte d'Ivoire exécutant des pas de danse dans une boîte de nuit avec Laurent Gbagbo en 2010, avant de participer à un meeting pour le faire réélire à la tête de la Côte d'Ivoire. Preuve de la puissance des mallettes bourrées d'argent qui partent des anciennes colonies destinées aux hommes politiques de l'Hexagone, ou simple marque d'une amitié qui résiste à toutes les épreuves. Il y a du vent en face, il y a du vent. Il y a du vent. Nous sommes très heureux de lui apporter notre soutien. Je suis très heureux de le soutenir. Mais moi, je suis, par rapport à Laurent Gbagbo, intraitable, implacable. Justement, je l'ai été depuis 2004 quand j'ai vu de quoi il était capable. Vous aviez dit qu'il était infréquentable, vous étiez premier secrétaire du PS, et pourtant le PS continue à fréquenter son parti, le FPI, le Front Populaire Ivoirien, au sein de l'Internationale Socialiste. Est-ce qu'il faut exclure son parti de cette Internationale Socialiste? D'abord, la position que j'ai prise en 2004 a été suivie par pratiquement tous les socialistes. Certains avaient encore des illusions, je crois que quelques voyages auraient dû être évités. Jean-Marie Le Guen, Jean-Christophe Cambadélis auraient dû être évités. Maintenant, il faut être aussi d'une clarté parfaite, totale, pas de compromission avec ceux qui utilisent la violence, avec ceux qui utilisent une élection qui a eu lieu en 2000, parce qu'il a été élu, Gbagbo, d'ailleurs dans un processus électoral lui-même contesté, et qui se maintient au pouvoir depuis 10 ans, et qui voudrait encore prolonger la durée de l'exercice de sa fonction. C'est terminé. Quant à l'Internationale Socialiste, vous avez parfaitement raison, quand il y a des chefs d'État qui se comportent comme des dictateurs, il n'y a pas d'autre mot, eh bien ils n'ont aucune place dans les réunions socialistes au plan international. Message adressé à la vice-présidente. Dès le départ, on voulait fabriquer un dictateur, un tueur. Des petits marginaux meurent, on dit Gbagbo a tué. Et pourtant, ces cercueils qu'on aligne, comme les investigations de plusieurs organisations des droits de l'homme le prouveront, ce sont ceux de victimes des escadrons de la mort sous le commandement de Laurent Gbagbo et de son entourage immédiat. Il ne s'agit donc pas de petits marginaux, comme le lance avec condescendance et mépris le président ivoirien. Devant l'ampleur des massacres et contre l'orthodoxie religieuse et les valeurs culturelles dans le pays, c'est parfois dans des fosses communes qu'on enterre les victimes. Sous Laurent Gbagbo, les morts ont souvent une religion, l'islam. Sous Laurent Gbagbo, les morts ont souvent une origine, le nord de la Côte d'Ivoire. Sous Gbagbo, les morts ont souvent une coloration politique, l'opposition. Le génocide, c'est
la volonté de destruction de tout parti d'un peuple en raison de son caractère national, racial, ethnique. Et on a pu le voir dans l'histoire avec ce qui s'est passé à Auschwitz, le génocide juif, mais aussi le génocide arménien en 1916 ou le génocide rwandais en 1994. La destruction se fait pour ce qu'on est. Alors, dans le cas de la Côte d'Ivoire, les ingrédients étaient réunis. Et une tendance génocidaire était déjà sur place parce que plusieurs aspects peuvent être soulignés, c'est-à-dire qu'une idéologie, l'idéologie de l'ivoirité, c'est-à-dire de la différence, mais de la différence meurtrière. On était à la limite, au stade de l'épuration ethnique. C'est certain qu'on était arrivé au stade de l'épuration ethnique. Les musulmans ont été ciblés parce que des mosquées à travers le territoire national, mais surtout dans la partie sud de Côte d'Ivoire, des mosquées ont été délibérément incendiées. Des exemplaires du Saint-Coran ont été profanés. Des imams ont été assassinés, souvent dans les lieux de culte ou dans leurs maisons, et quelquefois avec certains membres de leur famille. Tout homme sensé ne devrait pas tolérer les attaques des lieux de culte. Notre civilisation est basée aussi sur le fait culturel qu'est la religion. On ne devrait pas tolérer les attaques des lieux de culte. Le jour où les hommes sont assez en colère pour attaquer les lieux de culte, c'est que l'humanité va vers la déshumanisation. Certains Ivoiriens se sont-ils donc laissés déshumaniser sous Laurent Gbagbo quand des lieux de culte sont attaqués, exclusivement des mosquées, contre lesquelles les partisans de M. Gbagbo vont s'acharner. Une punition collective infligée aux membres de cette communauté pour leur soutien supposé à l'opposant Alassane Ouattara, lui-même musulman. Les 10 années de Laurent Gbagbo ont clairement été marquées par un basculement de plus en plus important du pays dans la violence, une généralisation de la violence. Et effectivement, je pense qu'on ne saura probablement jamais exactement, disons, le bilan en termes de victimes de cette période. Mais évidemment, dans ce bilan, il faut intégrer, disons, les victimes des exactions commises par les forces de sécurité ivoiriennes à la solde de Laurent Gbagbo, par les différentes milices. C'est notamment à travers les journaux que lui et ses proches ont créé que Laurent Gbagbo et sa formation, le Front populaire ivoirien, endoctrinent méthodiquement une partie des Ivoiriens. La stratégie de propagande consiste d'abord à brandir le chiffon rouge des étrangers envahisseurs, essentiellement des pays voisins, désignés à la vindicte populaire. Ensuite, le pouvoir, dans sa volonté de réduire l'électorat hostile du Nord à sa plus simple expression, assimile une partie des Ivoiriens de cette vaste région de savane aux immigrés burkinabés, maliens, guinéens et autres Nigériens avec lesquels ils partagent bien de langues locales, de patronymes et même la religion musulmane pour une partie. Il s'agit donc de faire de la majorité des Ivoiriens du Nord des apatrides et donc de leur retirer le droit d'être éligibles et de voter. La gauche ivoirienne, de manière imperceptible, cette gauche incarnée par le Front populaire ivoirien, s'est progressivement emparée du logiciel de pensée de l'extrême droite, de la droite, de l'autochtonisme, de l'identitarisme. La haine venait de trouver un allié de taille. Laurent Gbagbo bâtira sa stratégie électorale autour de la disqualification de son principal adversaire politique, Alassane Ouattara, à qui lui et ses propagandistes ont cru trouver des origines burkinabées. Un extraordinaire reniement et une injure à la mémoire politique récente de la Côte d'Ivoire que ses partisans se refuseront de constater. En effet, quelques mois avant son accession au pouvoir, et alors qu'il était en alliance avec Alassane Ouattara dans un front républicain, Laurent Gbagbo déclarait Urbi et Orbi que dénier la nationalité ivoirienne à celui qui avait été le tout premier Premier ministre de la Côte d'Ivoire relevait de l'inconséquence et que ce dernier avait toute la légitimité pour prétendre diriger le pays. Mais l'air est passé, hein? La guerre civile n'avait pas encore éclaté, mais Laurent Gbagbo se comportait déjà en chef de guerre
et non comme le président au-dessus de la mêlée et rassembleur que le pays profondément déchiré dont il prend les rênes était en droit d'espérer. Notre priorité, c'est de pleurer nos militants qui sont décédés et de procéder à leur enterrement. Nous avons expliqué au président Laurent Gbagbo que dans l'immédiat, nous sommes préoccupés et je l'ai dit, notre priorité, c'est de pleurer nos morts, c'est d'enterrer donc nos militants qui sont décédés. En lieu et place d'une politique d'apaisement que nombre de chefs d'États africains et d'observateurs internationaux lui conseillent, le discours du nouveau régime se durcit vis-à-vis de ses opposants, notamment contre le nordiste Ouattara. Empêché de se présenter à la présidentielle par le régime militaire de transition dans lequel Laurent Gbagbo et ses lieutenants ont joué un rôle de premier plan, le pouvoir de M. Gbagbo lui refuse la possibilité d'être candidat aux législatives de décembre 2000. Le président ivoirien prononcera une fatwa restée célèbre dans les annales politiques de la Côte d'Ivoire. Tant que moi, Gbagbo, serai président, Ouattara ne sera candidat à aucune élection en Côte d'Ivoire. C'est ainsi que le sentiment d'exclusion et de marginalisation du septentrion ivoirien a été renforcé. Les Ivoiriens à patronyme nordiste deviennent l'objet de tracasseries absolument insupportables. On arrache des pièces d'identité lors des contrôles, on affirme à haute et intelligible voix que les Ivoiriens les plus douteux sont ceux du Nord, alors que, comme le dit une chanson de Tiken Jah Fakoly, pratiquement dans ces années-là, il y a des Kofi au Ghana et au Togo, il y a de la même façon, évidemment, des Kwame dans toute la région. On ne peut pas partir d'un patronyme pour déterminer une appartenance citoyenne. Cette politique d'exclusion active, violente, forcenée, cette politique de méfiance, voilà la forme ultime que va connaître la haine ivoiritaire. Et c'est cette forme ultime, se traduisant par la déchéance de nationalité de milliers d'Ivoiriens, l'exil de nombreux soldats qui sont pourchassés, non